Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo où nous allons parler de transformer de Laplace. Très bien, alors commençons. Donc on est avec ce qu'on appelle une transformée de Laplace. Donc on aura surtout un certain nombre de termes qu'il faudra définir. On parlera en particulier de fonctions causales, donc c'est dans le programme 1 d'aujourd'hui. On aura à définir la transformée de Laplace unilatérale, bilatérale, deux notions qui est la notion d'original et d'image. Et enfin, l'abscisse de sommabilité qui va être une notion très importante en transformée de Laplace et l'inversion de la transformée de Laplace qui va intervenir, en fait, qui va faire intervenir le contour dit de Bromwich. Bien. Continuons. Lui, c'est le marquis de Laplace, qui est un contemporain de Napoléon. Et vous verrez, en fait, dans les polycopiés, quelques brèves notes sur sa vie. Aujourd'hui, donc, on va commencer par introduire la transformée de Laplace, puis définir ce que c'est, définir aussi l'abscisse de sommabilité, et voir un certain nombre de propriétés de la transformée de Laplace, faire l'inversion de la transformée de Laplace, à l'instar un peu de l'inversion de la transformée de Fourier, voir certaines propriétés élémentaires et des exemples aussi de transformée de Laplace. Et enfin, nous terminerons par les points essentiels du chapitre. Bien. Pour commencer, on a la chose suivante, donc diminuer ça un petit peu. On a le fait que la transformée de Laplace, en fait, est en réalité une extension de la transformée de Fourier. Donc, effectivement, la plupart des propriétés qu'on va obtenir sur la transformée de Laplace vont pouvoir être obtenues comme des conséquences des mêmes propriétés sur la transformée de Fourier. Certains résultats vont faire intervenir ce que nous avons vu sur l'analyse complexe. Donc, ça va permettre, en fait, dans ce chapitre, de réviser non seulement les transformées de Fourier, mais aussi de réviser ce que nous savons sur, par exemple, le théorème des résidus, les intégrales curvilignes, etc. On fera attention, surtout dans ce chapitre, à bien acquérir une certaine terminologie associée aux transformées de Laplace. Donc, ce n'est pas des gros théorèmes nouveaux, mais par contre, il y aura une terminologie, des termes que nous allons définir dans le cadre de ce cours. Enfin, je tiens à préciser que comme dans le cadre de ce cours, nous ne voyons que des transformés de Laplace de fonctions et non pas des transformés de Laplace de distribution, puisque nous n'avons pas défini dans ce cours ce que sont que les distributions. Très bien, allons-y. Donc, on part d'une certaine notion qui est la notion de fonction causale. Effectivement, une fonction causale, c'est une fonction qui est telle que f de t est nul pour les valeurs négatives de son argument. Donc, c'est-à-dire que f de t, pour t strictement négatif, vaut 0. On n'a pas de condition de continuité en 0. Donc, notre fonction, elle peut être discontinue en beaucoup de points, pourvu qu'on sache simplement que lorsque t est strictement négatif, f de t est nul. Un exemple quasiment immédiat, c'est la fonction de Heaviside, la fonction qui vaut 0 lorsque x est strictement négatif et 1 lorsque x est positif ou nul, donc l'indicatrice de R+. Donc ça, c'est effectivement un exemple de fonction qui est causale. Bien. Maintenant, la transformée de Laplace. Donc la transformée de Laplace, il faut se donner une fonction qui est donc réelle ou complexe, qui est localement sommable et qui dépend d'une variable qui est cette fois-ci réelle. Quand je dis que la fonction est réelle et complexe, c'est à valeur réelle ou à valeur complexe. Par contre, la fonction est de source réelle, donc on a un certain f de t avec t qui appartient à R. Eh bien, on appelle transformée de Laplace la fonction f chapeau de p, où p est en fait une variable qui est complexe. Donc, bien faire attention à ça, p est complexe. Et f chapeau de p est défini comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle de moins p fois t. D'accord, dt. Bien. Du coup, sous les mêmes hypothèses, on pourrait définir
une intégrale qui ne serait pas de 0 à l'infini, mais une intégrale de moins l'infini à plus l'infini, et ce serait du coup non pas la transformée de Laplace unilatérale, mais la transformée de Laplace bilatérale. D'accord? Et si on veut partir d'une fonction qui est a priori pas nulle en R- étoile, eh bien il suffit de multiplier par h de t, par la fonction d'Heaviside, pour avoir une fonction qui effectivement est causale, et auquel cas on peut définir notre transformée de Laplace bilatérale, qui sera au fond une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'indicatrice sur R+, de f de t dt, et donc finalement c'est aussi une transformée de Laplace unilatérale, puisque ça devient tout simplement l'intégrale de 0 à l'infini de f de t exponentielle de moins pt dt. D'accord? Continuons. Donc, si f est une fonction qui est nulle pour t négatif, strictement, et qui admet une transformée de Fourier, alors qu'est-ce qu'on a comme relation entre la transformée de Laplace et la transformée de Fourier? Eh bien, on a la chose suivante. Si je regarde ma transformée de Laplace avec p qui est remplacée par i oméga, donc finalement vous prenez pour p un imaginaire pur, d'accord, qui est ici, eh bien on a une intégrale de 0 à l'infini de f de t, puisqu'on sait que de toute façon f est nul sur R- étoile, f de t exponentielle de moins i oméga t, parce qu'on a simplement remplacé ça par p, hein. Et pour faire apparaître une transformée de Fourier, eh bien, il y a le moins 2i pi. Et comme il y a le moins 2i pi, eh bien, on doit compenser notre oméga par un 2pi que je mets en dessous, et auquel cas on reconnaît en fait tout simplement notre transformée de Fourier, mais simplement appliquée à oméga divisé par 2pi. Voilà, on a bien que la transformée de Laplace est une extension de la notion de transformée de Fourier. Et si maintenant, au lieu de prendre simplement un imaginaire pur, on rajoute à notre imaginaire pur, à i oméga, on lui rajoute une partie réelle qui est x, eh bien notre intégrale va être juste un tout petit peu plus compliquée. On aura l'exponentielle de moins x de t qui va apparaître, et auquel cas on aura la transformée de Fourier, non pas de f de t, mais f de t exponentielle moins xt, et il va falloir prendre cette transformée de Fourier en, de nouveau, oméga divisé par 2pi. Alors, une notion, j'avais dit que dans le cadre de ce cours, on aurait un certain nombre de terminologies à connaître. Donc une notion, c'est la notion d'original. Donc on appelle original toute fonction f de la variable réelle localement sommable à valeur réelle et complexe, qui va vérifier deux choses, deux propriétés très importantes. La première, c'est la propriété de causalité. Donc c'est très simple, hein, c'est une fonction qui est nulle sur R- étoile. Puis la deuxième propriété, c'est que notre fonction, quand on prend la valeur absolue, ne croît pas plus vite qu'une exponentielle. C'est-à-dire qu'en fait, il va exister deux constantes, m strictement positif et s dans R, telles que f de t va être inférieur à m fois exponentielle de st. Donc le fait que ça va être dominé par une exponentielle et le fait que f va être causal va nous permettre de définir systématiquement notre intégrale et donc de définir notre intégrale de f de t par rapport à exponentielle de moins p fois t, et donc ça va nous permettre de définir notre transformée de Laplace. Et auquel cas, notre terminologie, ça va être de dire que la transformée de Laplace d'un original, ça s'appellera l'image de l'original. D'accord ? Donc une fonction qui vérifie ça, c'est un original. Et l'image par transformée de Laplace de cette fonction qu'on appelle l'original, eh bien l'image par transformée de Laplace s'appelle l'image de l'original. Et en termes de notation, on va utiliser la notation suivante. Mettons que f est notre original et que grand F est notre transformée de Laplace, eh bien on va écrire f de t avec une sorte de carré qui n'est pas fermé, hein. Donc c'est un petit peu ce qui est écrit tout en bas du transparent, hein.
je n'arrive pas à l'atteindre, mais c'est f de t avec le carré qui n'est pas fermé, un grand F de P, ou aussi noté f chapeau de P. Bien, dans toute la suite, enfin dans la suite de ce transparent, on va poser P est égal à x plus i oméga. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que si on s'intéresse à l'intégrabilité de cette fonction, de la fonction f de t exponentielle de moins p fois t, eh bien il va falloir regarder le module de cette fonction. Et le module de ça, elle va dépendre simplement de f de t exponentielle moins xt. Pourquoi? Parce que quand je regarde le module de exponentielle de moins p fois t, eh bien, en ayant remplacé p par x plus i oméga, on obtient cette quantité-là fois le module d'exponentielle moins i oméga t, qui est effectivement le module 1. Donc il ne nous reste pas ce terme-là, donc il ne nous reste plus que le terme en exponentielle de moins xt, et donc finalement l'intégrabilité de ça est équivalente à l'intégrabilité de ça. Donc ce qui nous intéresse dans P, c'est simplement sa partie réelle. C'est celle partie réelle qui va nous permettre de définir, de savoir si f exponentielle de moins p fois t est intégrable ou pas. Donc on a 3 belettes. Donc la deuxième belette, c'est de dire qu'en fait, s'il y a sommabilité pour un certain x0, il y a sommabilité pour tous les x qui sont, pour tous les nombres complexes p, dont la partie réelle petit x est strictement supérieure à x0. D'accord? Donc vous avez f de t exponentielle de moins xt. Pourquoi? Alors, on regarde ici, f de t exponentielle de moins xt. Vous introduisez le exponentielle de moins x0, donc on le compense ici. Puis là, on a finalement quelque chose qui est exponentielle de moins x0 qui, donc, on le sait, est positif, et t qui va être positif. Donc on va avoir quelque chose qui va être inférieur à 1. Comme c'est inférieur à 1, on a une majoration par ça, donc l'intégrabilité de cette quantité-là, c'est pareil que, est assurée par l'intégrabilité du terme de droite. D'accord? Donc si vous savez que vous êtes avec un x qui est strictement supérieur à x0, eh bien vous avez gagné, votre fonction est intégrable. Donc finalement, le domaine d'intégration de cette chose-là est tout simplement un demi-plan complexe infini à droite, ou bien le plan C tout entier, ou bien l'ensemble vide. D'accord? Donc on va le voir dans le transparent suivant, ça va être un petit peu plus clair. Hein. Donc ce qu'on appelle abscisse de sommabilité, c'est les alphas pour lesquels l'application qui a t associe valeur absolue de f de t si f est à valeur réelle ou module de f de t si f est à valeur complexe, exponentielle de moins xt, donc il faut que cette fonction-là, valeur absolue de f de t exponentielle de moins xt, est intégrable. C'est l'inf des x pour lesquels on a cette propriété-là. Donc pourquoi ça se manifeste comme ça? Parce qu'on avait dit que si effectivement vous avez trouvé une intégrabilité pour un certain x0 qui est, mettons, là, d'accord? Alors pour tous les x qui sont plus grands que x0, pour tous les nombres complexes p dont la partie réelle, qui est finalement x, est plus grande que x0, eh bien f de t exponentielle moins pt est une fonction qui est intégrable. Donc l'intégrale comme ça, 0 à plus l'infini, dt est inférieur à l'infini. Voilà, donc c'est ça un petit peu qui est intéressant, c'est que du coup, toute cette partie-là, toute la partie qui est définie ici, est une partie où on sait, donc ça c'est les parties, là ce qu'on représente ici, en fait c'est le domaine, c'est l'ensemble des nombres complexes p, tel que f de t exponentielle de moins pt est intégrable. Donc si vous prenez un nombre complexe dans ce demi-plan-là, eh bien vous savez que f de t exponentielle de moins pt est intégrable. Là, si vous prenez dans cet autre demi-plan, par contre, ce n'est pas le cas, f de t exponentielle de moins pt n'est pas intégrable, et pile sur cette droite-là, sur cette droite qui correspond à l'abscisse alpha,
Eh bien, on ne sait pas. Pour certaines situations, la fonction f de t exponentielle de moins pt sur cette droite est intégrable, et pour d'autres, ça ne l'est pas. On va voir des exemples. Si on regarde par exemple la fonction d'Heaviside, donc la fonction qui est l'indicatrice sur R+, tout simplement, donc on calcule la transformée de Laplace, et on obtient cette chose-là, pourvu que P soit différent de 0. Si P est différent de 0, on a 1 sur P exponentielle de moins Pt entre 0 et plus l'infini. Donc l'abscisse de sommabilité à ce moment-là de H vaut effectivement 0. Et par contre, ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on est sur la droite correspondant à l'abscisse 0, eh bien, on a quelque chose qui, a priori, n'est pas défini. D'accord ? Donc, c'est seulement lorsque la partie réelle de P est strictement positive que H chapeau est bien défini, parce que lorsque vous êtes avec P qui vaut 0, ça ne marche pas. Donc, finalement, le domaine de définition est un demi-plan qui est ouvert, et ce n'est pas le cas du deuxième exemple, où effectivement, on a un f de t qui vaut 1 sur 1 plus t2. Donc f chapeau de t s'écrit comme ça. L'intégrale de 0 à l'infini exponentielle moins pt divisé par 1 plus t2 dt. On se rend compte que c'est défini pour tout p qui appartient à c tel que la partie réelle de p est supérieure ou égale à 0. Et ça marche encore lorsque la partie réelle de p vaut 0. Pourquoi ? Parce qu'on est aidé même lorsque vous êtes avec p qui vaut 0, dans la partie réelle vaut 0, eh bien on a quelque chose qui, de toute façon, ne va pas forcément converger vers 0, mais va être borné. Si on a quelque chose de borné ici au numérateur, et que de toute façon vous avez quelque chose qui décroît en 1 sur t2, eh bien on a une intégrale qui est parfaitement définie, ce qui vous donne que cette transformée de Laplace est bien définie. Même lorsque P, sa partie réelle, est égale à 0. Donc le domaine de définition de H chapeau, c'est un demi-plan fermé. D'accord ? Donc c'est ça un petit peu qui est un petit peu différent, c'est que c'est un demi-plan qui est ici, dans cet exemple-là, fermé, tandis que pour la fonction de Heaviside, c'était un demi-plan ouvert. Bien, continuons. Maintenant, si vous prenez un nombre complexe quelconque, A, qui appartient à C, et que vous cherchez la transformée de Laplace de h de t exponentielle de a fois t, eh bien quand je calcule cette transformée de Laplace, vous avez donc cette intégrale-là à calculer, qui est une intégrale très simple à calculer. Donc on se rend compte qu'on a exponentielle de at, donc on fait apparaître exponentielle de moins p moins a fois t. Donc on obtient que l'abscisse de sommabilité, ça correspond à la partie réelle de a, et il se trouve qu'effectivement, vous pouvez obtenir pour toute partie réelle, pour tout P dont la partie réelle est strictement supérieure à la partie réelle de A, eh bien, on peut obtenir une transformée de Laplace. La transformée de Laplace est parfaitement définie et vaut 1 sur P moins A. Et on voit d'ailleurs que la transformée de Laplace ne sera pas définie juste sur l'abscisse de sommabilité, c'est-à-dire sur la droite correspondant à l'abscisse de sommabilité qui est la partie réelle de A, eh bien la transformée de Laplace n'est pas définie. Bien, sur le demi-plan ouvert de sommabilité, la transformée de Laplace, en fait, va être une fonction, en tant que fonction qui va de C dans C, une fonction holomorphe et donc analytique, c'est-à-dire développable en série entière autour de chacun de ces points. Donc, pour la preuve, c'est d'essayer de montrer en fait que notre fonction f chapeau de P, définie par, de la façon suivante, par cette intégrale-là, est-ce que f chapeau de P est bien dérivable? Eh bien, pour ce faire, on va s'intéresser simplement à... On doit voir si c'est dérivable en fait sur le demi-plan ouvert de sommabilité. Donc on va se fixer un petit epsilon strictement positif arbitraire, arbitrairement petit, on va le prendre arbitrairement petit, et on va regarder là-dessus, et sur cet ensemble-là, on va essayer d'avoir une sorte de dérivabilité sous le signe intégral. Donc on regarde simplement, je vous donne simplement le principe de la preuve, mais pour vous, c'est une façon de réviser comment on fait pour
pour montrer la dérivabilité d'une intégrale à paramètres. Et une fois qu'on a montré cette dérivabilité de l'intégrale à paramètres, ça va vous permettre de dériver en fait sous le signe intégral, de dériver au sens complexe, et donc de montrer que notre fonction f chapeau est dérivable et c'est différenciable, et donc que ça devient une fonction qui est holomorphe. Donc là, vous voyez, à l'aide de ce chapitre, j'essaye de vous faire quelques petites révisions en prévision de notre rendez-vous de fin de cours qui est un rendez-vous de contrôle sur table. Bien, donc on prend cette fonction qui dépend de t, qui est notre variable d'intégration et qui dépend de p, où p est effectivement une variable complexe. On regarde la dérivée partielle de cette fonction par rapport à p. Et ce qu'il faut sur cette dérivée partielle, quand on la calcule, c'est qu'en valeur absolue, en module, elle soit majorée par quelque chose qui ne doit pas dépendre de p dans le domaine où l'on se trouve. Donc c'est pour ça qu'il y a une majoration ici. On s'évertue en fait à obtenir quelque chose qui ne dépend pas de p là-dedans. Donc on obtient effectivement, on a pris un sup sur un p qui appartient au domaine grand D. Donc ce sup devient une constante, ce n'est pas quelque chose qui dépend de p, c'est une constante finie. C'est le sup de t exponentielle de moins epsilon t, donc ça c'est quelque chose qui ne dépend pas de p. Eh bien, multiplié par une certaine fonction, et cette fonction se trouve être intégrable. Donc on a la majoration par quelque chose qui ne dépend pas de p et qui est intégrable, et puis on a une convergence. Donc ça permet d'avoir un petit peu les deux propriétés pour définir l'intégrale, pour pouvoir appliquer la dérivation sous le signe intégral. Donc les deux propriétés, la majoration déjà par quelque chose qui ne dépend pas de p et qui est intégrable, et puis le fait que si je travaille à t fixé et que je regarde ma fonction par rapport à p, on a quelque chose qui va être continu. Bien. Passons à la fonction porte. Si on regarde la fonction porte et si on regarde l'abscisse de sommabilité, on se rend compte qu'effectivement, son abscisse de sommabilité vaut moins l'infini, c'est-à-dire que la fonction porte a une transformée de Laplace en tout point du plan complexe. Et si je regarde cette transformée de Laplace, on a une expression explicite. Il suffit d'intégrer tout simplement l'intégrale de 0 à 1,5, puisqu'on regarde une transformée de Laplace unilatérale de moins p fois t, et donc on a une expression explicite qui est donnée ici. On n'a pas besoin de retenir, mais il faut savoir qu'elle est très simple à calculer, qui effectivement est une fonction analytique sur C. Eh bien, une autre propriété, c'est que toute fonction polynomiale et toute fraction rationnelle a pour abscisse de sommabilité 0. D'accord ? Donc, de façon générale, toute fraction rationnelle a pour abscisse de sommabilité 0. Des propriétés. Donc la première propriété, c'est une propriété qui est un peu l'équivalent du théorème de Riemann-Lebesgue, qui vous dit que quand je prends la transformée de Laplace, eh bien f chapeau de x plus i oméga, ça tend vers 0 lorsque simplement la partie imaginaire, qui est oméga, tend plus ou moins vers l'infini. Donc ça veut dire que la valeur absolue de oméga tend vers l'infini. Quand je dis oméga tend vers plus ou moins l'infini, c'est ça. Et auquel cas, notre f chapeau tend vers 0, effectivement. Et ça, pourquoi ? Parce que quand je regarde ce que veut dire mon f chapeau, eh bien, ça c'est l'expression de mon f chapeau, c'est ce qui est écrit ici. Et on se rend compte qu'on obtient bien quelque chose qui ressemble à une intégrale par rapport à exponentielle moins 2i oméga quelque chose. Donc c'est moins 2i pi, et on a oméga divisé par 2pi, donc il faut introduire 2pi en haut et en bas pour avoir la transformée de Fourier. Et puis on va utiliser le fait que la transformée de Fourier, ça converge vers 0 lorsque vous avez le oméga qui tend vers plus l'infini. Ça c'est le théorème de Riemann-Lebesgue, et l'application directe du théorème de Riemann-Lebesgue nous permet d'obtenir la convergence vers 0 de cette quantité-là. Donc là, vous voyez, de nouveau, dans ce chapitre, on révise
des choses qu'on a vues sur les chapitres précédents, et notamment donc ce théorème de Riemann-Lebesgue pour le chapitre sur les transformés de Fourier. Dans les transformés de Fourier, d'ailleurs, on avait vu aussi l'inversion par transformé de Fourier, dans L1 ou dans L2. Ici, l'inversion va se faire un petit peu de la même façon. Donc on prend une transformée de Laplace, x plus, au lieu de mettre oméga, on va mettre 2π nu, d'accord? On va poser oméga est égal à 2π nu. Donc on a x plus 2i nu. Un petit calcul fait que c'est tout simplement, enfin c'est même pas un calcul, c'est par définition même, ça nous donne cette intégrale-là. Dans cette intégrale, eh bien, je me ramène une intégrale entre moins l'infini et plus l'infini en multipliant par la fonction de Heaviside, qui est une indicatrice de R+. Et ici, je le mets dans une seule fonction, j'ai f de t exponentielle de moins xt, pour pouvoir faire apparaître ma transformée de Fourier. Quand j'ai fait ma transformée de Fourier, quand je fais apparaître ma transformée de Fourier, ben, je suis content parce que du coup, je peux me dire comment je vais faire pour inverser ma transformée de Laplace. Eh bien, je vais inverser ma transformée de Fourier. Je vais utiliser un théorème d'inversion de transformée de Fourier sur des fonctions qui sont comme ça pour pouvoir inverser ma transformée de Laplace. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Hein. Donc par inversion de transformée de Fourier, on a sous certaines hypothèses, hein, donc il y a des hypothèses en fait à rajouter, hein, qui sont les hypothèses d'inversion de transformée de Fourier que vous avez dans le chapitre précédent. Eh bien, on peut obtenir la fonction de départ, c'est-à-dire cette fonction-là, h f de t exponentielle de moins xt, en prenant la transformée de Fourier, qui s'écrit donc comme celle-là, et je prends la transformée de Fourier conjuguée de la transformée de Fourier. D'accord ? Donc, du coup, on a une écriture de ça, et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt f de t. Donc, f de t, avant de l'isoler, f de t, je fais passer le exponentiel de moins xt de l'autre côté, donc il devient exponentiel de plus xt. Et on a une écriture qui vous donne tout, hein, parce qu'en fait, le grand H, c'est simplement l'indicatrice sur R+, de t. D'accord ? Donc ça veut dire que quel que soit, dit autrement, si j'avais envie de l'écrire autrement, hein, si je faisais les choses plus simplement, comment j'écrirais les choses, je peux enlever ça, je peux dire quel que soit t positif, eh bien on a l'écriture de f de t qui vaut cette intégrale-là. Et quand je regarde cette intégrale-là, au fond, la définition de cette intégrale, c'est comme si j'intégrais en fait sur un certain dx. Qu'est-ce que c'est que ce dx? Donc, hop, c'est tout simplement x plus i oméga, c'est-à-dire où oméga appartient à r. Donc on a un x qui est fixé, et votre paramètre, c'est oméga qui appartient à r, d'accord? Donc c'est i oméga, c'est-à-dire qu'en fait, l'ordonnée va bouger, tandis que l'abscisse reste à x. Donc c'est simplement une droite verticale, hein, quelque chose qui est comme ça. Si x est ici, notre dx correspond à cette droite-là. Donc c'est une droite verticale et qui va correspondre en fait à ce qu'on appelle le contour de Bromwich. Voilà, on récupère notre f de t en intégrant f chapeau p par rapport à exponentielle de plus p fois t. Donc c'est vraiment un petit peu comme la transformée de Laplace conjuguée de la transformée de Laplace sur un contour dit de Bromwich, qui est en fait une droite, d'accord, une droite verticale. Bien. Donc si on a f qui est un original et qu'on appelle f chapeau sa transformée de Laplace, si on note alpha son abscisse de sommabilité, alors la formule d'inversion est valable en tout point de continuité de f. Donc ça c'est grâce à nos théorèmes qu'on connaît d'inversion de transformée de Fourier, on obtient cette propriété très simple où tout simplement on récupère notre fonction f en ayant un 1 sur 2i, une intégrale de f chapeau exponentielle de moins p fois, plus p fois t, donc transformée de Laplace conjuguée de la transformée de Laplace, sur gamma, où gamma c'est tout simplement cette droite-là appelée contour de Bromwich. D'accord ?
pourquoi on n'avait pas ce genre de choses? Pourquoi on n'avait pas d'intégrale curviligne comme ça lorsqu'on était... parce qu'en fait, notre fonction était une fonction de... Enfin, jusqu'à présent, on travaillait sur les transformés de Fourier, on avait f chapeau de nu, d'accord? Où nu est un réel, et non pas, comme ici, f chapeau, on avait f tilde de nu, où nu est un réel. Ça, c'était notre transformé de Fourier. Ici, maintenant, on a un f chapeau de p, où p est un nombre complexe. Donc là, c'est des fonctions qui vont être de source complexe à valeur complexe. Alors que quand on était avec une transformée de Fourier, on avait une fonction de source réelle à valeur complexe. Donc là, c'est la petite différence. Comme maintenant la source est complexe et c'est à valeur complexe, du coup, l'intégrale qu'on va former là-dessus, ça va être une intégrale qui va être curviligne. Donc c'est pour ça qu'on a à regarder des intégrales curvilignes. Et là, par rapport à la petite différence avec ce qu'on a vu, c'est qu'ici, on ne va pas intégrer sur des chemins finis, mais c'est des chemins infinis. Hein. Ce n'est pas des lacets, hein, c'est un chemin qui va être sur toute une droite. Mais voilà, c'est la petite différence. Bon, là, on a un certain nombre de propriétés. Je vais simplement les citer. Hein, c'est vraiment des conséquences immédiates des propriétés de transformées de Fourier. Donc, voilà. Il faudra faire attention simplement que on a une transformée de Laplace unilatérale, donc il va falloir multiplier f de t par la fonction indicatrice sur r plus de t, donc la fonction de Heaviside. Voilà. Souvent, quand je mettrai alpha, c'est pour l'indice de stabilité. Donc il faut savoir que ces propriétés-là existent et qu'elles sont issues des transformées de Fourier. Donc par exemple, la première propriété, hein, on va la lire ensemble, c'est simplement j'ai une fonction f de t, je mets la fonction de Heaviside, hein, mais c'est pas grand-chose, et je considère sa transformée de Laplace. Qu'est-ce qui se passe quand je prends ma fonction et que je multiplie par de l'exponentielle de moins at? J'obtiens ma transformée de Laplace translatée. D'accord? Donc il faut se dire que multiplié par de l'exponentielle de moins at, on obtient une transformée de Laplace translatée. De même, on aura une propriété un petit peu équivalente par la suite. Hein. C'est la propriété où, effectivement, lorsque j'ai ma fonction et que j'ai f de p, donc j'ai ma fonction f de t, j'ai la transformée de Laplace f de p, eh bien si je regarde f de t moins taux, donc je vais faire une translation, eh bien ça va se manifester en termes de transformée de Laplace par la multiplication par rapport à une fonction exponentielle moins taux fois p. D'accord ? Voilà, et puis là on a aussi d'autres propriétés. On avait vu que transformée de Fourier transformait effectivement un produit de convolution en produit de fonction et un produit de fonction en produit de convolution, donc réciproquement. Et là, ça va être exactement le même type de propriété. Un produit de convolution, eh bien, par transformée de Laplace devient un produit de fonction. Et puis, de même, on a le petit résultat équivalent pour produit de fonction vers produit de convolution. Donc, produit de fonction f de t, g de t. Et là, on a un produit de convolution. Alors, attention, comme les fonctions sont complexes, de sources complexes, donc la transformée de Laplace sont des fonctions de sources complexes. Donc, on a l'équivalent du produit de convolution. Donc, on a f de z, g de p moins z. Et z va décrire simplement un espèce de contour de Bromwich, une espèce de droite verticale. Donc, x de 0 plus i fois grand R. D'accord ? Et on a 1 sur 2i-pi. Voilà. Donc rien de bien différent de ce qu'on sait faire. Simplement, il faut savoir que ça vient, toutes ces propriétés-là viennent des transformés de Fourier au fond. D'accord ? Alors, on a aussi d'autres choses. Hein, qu'est-ce qui se passe quand je prends non pas la fonction, mais la dérivée de la fonction? Comment ça se manifeste sur la transformée de Laplace? Eh bien là, c'est le cas. Là, c'est ce qu'on considère ici. Donc on a un certain f' de t. À ce moment-là, la transformée de Laplace de ça, c'est cette quantité-là. On utilise une écriture qui est liée tout simplement à une intégration par partie.
Donc on fait notre intégrale par partie et au final, on obtient cette propriété-là, qui est la propriété de le grand théorème entre transformation de Laplace et dérivation, qui est de dire que si f est un original qui est dérivable, f' est également un original, et on a quoi? On a pour f' une image qui va s'écrire f de p fois p moins f de 0 plus. Donc par rapport à ce qu'on avait en transformé de Fourier, on a des conditions au bord qu'on n'avait pas en transformé de Fourier parce que c'était l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on a des conditions au bord et on a la multiplication par un monôme, d'accord? Un coup de dérivée donne multiplication par un monôme. Si vous avez deux coups de dérivée, ça devrait être multiplication par un monôme d'ordre 2. D'accord? Ici, c'est d'ordre 1, puisqu'on a multiplié simplement par un polynôme d'ordre 1. Donc là, si on dérive n fois, effectivement, là, on a plusieurs... donc on a un monôme d'ordre n qui va apparaître, et puis toutes les conditions, qui sont des conditions de bord, sur f0, f'0, f dérivé n-1 en 0 plus, toujours, et puis avec un petit facteur pour notre polynôme p de z, d'accord? Notre polynôme p, d'accord? P puissance n, p puissance n-1, etc. P puissance n-2. Voilà. Ok. Donc voilà. Continuons. Donc on a également le théorème réciproque. Si on a f qui est un original, eh bien, si vous multipliez votre original par un moins t à la puissance n, eh bien, ça correspond à une transformée de Laplace qui est tout simplement la dérivée énième de notre transformée de Laplace de f. D'accord? Donc là, grosso modo, vous avez à acquérir en fait cette espèce de réflexe qui est de dire si jamais vous avez votre fonction et sa transformée de Laplace multiplié par un monôme correspond à dériver sa transformée de Laplace. Donc multiplié par un monôme d'ordre n, ça correspond à dériver n fois sa transformée de Laplace, et réciproquement, avec dans la réciproque des choses un petit peu plus compliquées parce qu'on a des conditions au bord, mais c'est tout, quoi. Enfin, il faut retenir simplement ce grand principe. Pareillement, on a un petit théorème d'intégration. Donc là, si vous avez f et sa transformée de Laplace grand F, eh bien vous avez pour la primitive de f qui s'annule en 0, l'intégrale de 0 à t de f de u du, eh bien l'expression de sa transformée de Laplace comme étant grand F de p divisé par p. D'accord? On a donc multiplié par p quand on fait la dérivée et multiplié par 1 sur p lorsqu'on fait la primitive. Donc on a déjà montré que pour la fonction de Heaviside, cette transformée de Laplace était du genre de la forme 1 sur p, d'accord? Et en utilisant ce qu'on sait faire, donc multiplier par de l'exponentielle de at, qui correspond à une translation, donc on obtient donc une transformée de Laplace qui est du type 1 sur p moins a, notre translation de la fonction 1 sur p, on l'a translaté de a. Et ensuite, on multiplie par ce monôme-là, donc on a quelque chose qui est de l'ordre de la dérivation. On va dériver 1 sur p moins a un certain nombre de fois. Donc, on obtient cette quantité-là. Donc ça permet en fait de trouver très simplement, l'original de Laplace de toute fraction rationnelle. D'accord? Donc si vous prenez une fraction rationnelle, ça va s'écrire en décomposition en éléments simples sous la forme d'une combinaison linéaire de 1 sur p moins 1 à la puissance n. Et là, vous avez l'expression de l'original de ce type de fonction. D'accord? Donc ça, c'est très simple. Et puis, on peut faire la même chose, un petit peu la même chose, lorsqu'on prend A, qui est un nombre complexe. Donc, on va prendre A qui est I oméga. Et auquel cas, on peut obtenir par linéarité, on peut obtenir les choses suivantes. Eh bien,
la transformée de Laplace de cosinus oméga t, c'est tout simplement cette quantité-là, et puis la transformée de Laplace de sinus oméga t, c'est tout simplement cette quantité-là. Voilà. Donc je ne vous demande pas de retenir toutes ces formules, hein, c'est simplement retenir l'esprit de ces formules et comment elles sont des simples conséquences du lien qu'il y a entre transformée de Laplace et transformée de Fourier. Voilà, eh bien, dans le cadre de ce cours, nous avons vu les fonctions causales, c'est très simple, c'est des fonctions qui sont nulles sur R- étoile. On a défini le transformé de Laplace, on a défini ce que c'était que l'original et l'image par transformé de Laplace. On a défini l'abscisse de sommabilité, hein, qui est l'inf des x pour lequel on a p dont la partie réelle est x, qui est telle que f de t exponentielle de moins p fois t est intégrable. Il faut faire attention à la forme particulière du domaine de sommabilité, donc c'est vraiment des demi-plans. Et l'expression de la transformée de Laplace inverse, en fait, fait intervenir une intégrale sur une droite appelée contour de Bromwich, donc c'est une droite qui est une droite verticale, d'accord, avec une écriture de la transformée de Laplace inverse qui est liée à la transformée de Fourier inverse. Et un certain nombre de propriétés pour les transformées de Laplace, notamment produit de convolution, dérivation, intégration. Donc ça, c'est des choses que nous avons vues à la fois dans les transformées de Fourier et maintenant dans les transformées de Laplace. Voilà. Eh bien, nous avons fini pour ce cours. Je vous remercie de votre attention et de vos efforts que vous avez effectués tout le long de ce trimestre sur ce cours-là, hein, pour comprendre toutes les parties de ce chapitre. Merci et à très bientôt. Au revoir.